Bonjour professeur Fischer, merci d'accepter encore la filière IFA2R et d'accepter de jouer ce jeu des questions-réponses pour notre filière. Alors vous présidez le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre la Covid-19. Les questions aujourd'hui ne vont pas concerner directement la stratégie vaccinale, mais les anticorps monoclonaux qui viennent d'arriver, qui sont en accès précoce actuellement pour ce qui concerne le pré et le post-exposition. Ça dépasse donc votre activité au sein de ce comité, mais pas du tout votre champ d'expertise, puisque vous connaissez évidemment très bien le déficit immunitaire primitif et secondaire. Donc ma première question concernant l'accès à ces nouveaux médicaments, accès à la prévention ou proposé pour la prévention. Chez nos patients qui ont une maladie auto-immune, auto-inflammatoire, beaucoup sont sous immunosuppresseurs forts, beaucoup sont sous rituximab, mycophénolate, mofetil, azathioprine, et on sait que 80% environ des patients sous rituximab ne feront pas de séroconversion, même après 3 injections. Alors, faut-il proposer à tous ces patients qui ont 0 anticorps après 3 injections, ces anticorps monoclonaux en pré-exposition, c'est-à-dire en prévention et donc en injection mensuelle? Je pense qu'il faut considérer en tous les cas cette hypothèse, parce que ces anticorps ont montré une bonne efficacité. Alors surtout, les données acquises sont surtout en post-exposition. Il y a très peu de données pré-exposition, mais il y en a un tout petit peu quand même qui indiquent un bon niveau de protection. Je pense qu'ensuite, c'est quand même une discussion cas par cas, en fonction des patients, de l'évaluation globale du patient avec sa maladie et le reste de sa constitution, pour apprécier le niveau de risque, mais je pense qu'il faut l'envisager. Alors, avec la combinaison monoclonale disponible aujourd'hui, c'est une injection pour l'instant par mois, qui devrait probablement pouvoir être espacée quand quelques données supplémentaires ont été recueillies. Dans un moyen terme, j'espère pas trop lointain, il y a l'autre combinaison venant de AstraZeneca qui devrait pouvoir être injectée une fois tous les 3 mois, ce qui est quand même évidemment un grand intérêt dans ce contexte, et qui permettra aussi d'élargir, d'avoir un nombre de doses plus important, parce que pour l'instant, le nombre de doses disponibles en France, je crois de l'ordre de 30 000 à peu près, et il faut en garder pour évidemment des patients qui en ont besoin à titre post-exposition, personnes âgées ou immunodéprimées, donc l'accès ne va pas être très très simple à court terme. Les choses devraient progressivement s'améliorer, notamment lorsque la préparation, le produit d'AstraZeneca aura obtenu le feu vert. Mais je pense qu'il faut quand même, ça ne doit pas être absolument du systématique et qu'il y a nécessité d'une réflexion attentive des médecins à l'égard de l'appréciation en tant qu'on faire se peut du risque pour le patient, pour un patient donné. Et évidemment, en tout état de cause, cette discussion, je le rajoute pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, n'intervient qu'après échec de la vaccination. Oui. Donc 3 doses, 0 anticorps pour l'instant. Le problème actuel, et nous sommes le 10 septembre 2021, c'est l'accès aux produits, puisque comme vous le précisiez, il est encore compliqué et difficile et limité dans les CHU. Et il va falloir sélectionner ces patients qui ont 0 anticorps après 3 vaccinations. Sur quels critères faut-il les sélectionner, à votre avis? Je dirais ce qu'on peut apprécier des facteurs de risque, donc l'âge, d'autres comorbidités, et puis la sévérité, la maladie auto-immune, donc l'intensité, la durée du traitement immunosuppresseur que reçoit le malade. Est-ce que vous pensez qu'il faut tenir compte de l'activité professionnelle, par exemple, du patient et du risque d'exposition, le risque en cas de contact avec le public? C'est quand même plus difficile à déterminer. Plus l'exposition professionnelle, elle n'est pas négligeable, mais elle n'arrive pas en première position dans le risque de contamination, une contamination familiale, indépendamment des contaminations de vie sociale, mais en général, ces patients n'ont pas des vies sociales, ne passent pas leur vie dans les cafés et encore moins dans les boîtes de nuit. Donc si on met de côté ce risque-là de contamination, c'est le risque de contamination familiale qui vient en premier. Donc je ne suis pas absolument convaincu qu'on puisse juger le facteur d'exposition de façon avec suffisamment d'acuité pour en faire un élément déterminant de choix. Si donc un patient était sélectionné pour la pré-exposition et reçoit un traitement tous les mois ou tous les 3 mois bientôt, pendant combien de temps faudra-t-il administrer? Bonne question. Ça dépendra évidemment de l'incidence, de la circulation virale dans la population, donc du risque.
Après, là, vous me posez une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est faire de la prédiction sur la suite. On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on arrive à juguler complètement le virus. Ça, ce n'est pas envisageable. Mais donc, il va falloir déterminer un seuil raisonnable qui va jouer autour du taux d'incidence, du nombre de malades hospitalisés. Donc, il faut arriver à des valeurs faibles et stables. Parce qu'on peut avoir un moment, comme on l'a vu, on l'a déjà vécu, un tenté, si on se place, je ne sais pas, fin juin dernier, on avait tous les clignotants, enfin, pardon, tous les feux étaient au vert. Mais 15 jours plus tard, ils ne l'étaient plus. Donc, il faut du vert durable. Voilà. Si on arrive à avoir du vert durable, on pourrait arrêter. Mais on va y arriver, grâce à la vaccination et à un bon respect qui est quand même dans l'ensemble pas trop mal, même si ça pourrait être un petit peu mieux des mesures barrières par l'ensemble de la population. La frontière entre déficit immunitaire primitif et auto-inflammation et auto-immunité est assez faible. Il y a un chevauchement d'ailleurs. Oui, il y a quelques patients qui ont un déficit immunitaire comme invariable et qui donc n'ont pas de capacité à faire des anticorps. Oui, bien sûr. Ceux-là, est-ce qu'il faut tenter une 4e injection? S'ils n'ont pas de facteur de risque autre, alors là, ça se joue sur les conséquences de leur déficit immunitaire, notamment sur le plan pulmonaire, s'ils n'ont pas une dilatation des bronches sévères, s'ils n'ont pas de défaillance viscérale, qui peut de nature diverse, comme on peut l'observer chez ces malades, je dirais non, parce que l'analyse des Covid, la sévérité du Covid chez les patients atteints de déficit immunitaire primitif, c'est qu'en dehors de cas très particuliers, qui sont les pathologies d'interféron rouge, je résume, les autres patients qui ont fait des Covid sévères sont des patients qui, en plus de leur déficit immunitaire, ont en tout premier lieu une insuffisance respiratoire, dans quelques cas, avec une pathologie cardiaque ou autre. Sinon, les autres, en situation, quelqu'un qui est par ailleurs en bonne santé, entre guillemets, qui a juste son déficit immunitaire bien compensé, n'est pas à risque de Covid sévère. Donc non, dans ce cas-là. Je reviens à la post-exposition. Les monoclonaux sont donc accessibles chez les patients qui n'ont pas développé d'anticorps après un schéma vaccinal complet de 3 doses. Le patient qui a pu être identifié en post-exposition est donc un patient qui était un patient contact. Il y a un flou dans l'esprit des professionnels et des patients sur la définition de ce qu'est un patient contact. Est-ce qu'un patient contact, c'est quelqu'un qui était au moins 15 minutes dans une salle à discuter ou qui a été en contact au moins une fois à moins de 2 mètres? Est-ce qu'on a une définition claire? Oui, c'est à peu près ce que vous dites. Enfin, il faut qu'il y ait un temps minimal de contact. Si on a juste croisé dans la rue quelqu'un qui porte le virus, mais qu'on l'a croisé 5 secondes, je pense qu'on peut considérer que ce n'est pas un cas contact. Donc il faut un minimum d'exposition, et évidemment d'autant plus qu'on est dans un lieu clos. La définition, elle n'est pas complètement bordée, fondamentalement, mais enfin, je pense qu'avec du bon sens, on s'y retrouve. Écoutez, merci beaucoup, professeur Fischer, pour votre disponibilité et pour la porte qui est toujours ouverte de votre bureau pour venir vous interroger. Et donc, on peut espérer que très rapidement, ces anticorps monoclonaux puissent être accessibles à tous les patients qui en ont besoin. J'espère bien. Merci. Merci à vous.